Bonjour à tous, je suis Reha Bouhlis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, @designermarocain au pluriel. Je reçois dans cet épisode l'illustre Ma'allem Moulay Ahmed Sargheni, représentant de la 7e génération d'une famille qui a contribué à la renommée de la région de Safi et de sa fameuse colline des Potiers. Moulay Ahmed Sargheni a fait évoluer l'art de la céramique dans le respect des traditions. Il a hissé la poterie marocaine au rang de patrimoine mondial en intégrant le prestigieux British Museum pour l'histoire et la culture humaine. Dans cet épisode, vous allez écouter un homme au grand cœur, d'une extrême sagesse et humilité, fier de son héritage de plus de 200 ans, fier de l'artisanat marocain, de sa région et du Maroc. Il vit pour la sauvegarde du patrimoine et la valorisation de l'artisanat marocain. Il nous invite à ne jamais abandonner notre savoir-faire, croire en l'avenir de notre artisanat et militer pour notre patrimoine. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Quel honneur de recevoir sur le podcast de designer marocain le grand maître Moulay Ahmed Sargheni. Franchement, je suis très ravie et heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui. Eh bien, bienvenue. Nous sommes aussi bien honorés et contents de vous recevoir et en même temps de vous donner une petite idée sur surtout la céramique de Safi, sur l'histoire, sur l'évolution que ça fait, que la poterie a eu à Safi depuis des siècles et des siècles. De quoi rêvait Moulay Ahmed Sargheni à 17 ans? Est-ce que tu as toujours su que tu allais reprendre le flambeau et perpétuer l'art céramique familial, sachant qu'il y avait une réelle réticence de ton père pour que tu apprennes le métier? Ah ben écoutez, depuis toute mon enfance, même à l'âge de 10 ans, 11 ans, je montais toujours à l'atelier. J'essaie toujours de travailler avec soit les décorateurs, les tourneurs et tout, et ça me donne tellement envie. Et que surtout quand les dessins, il y a l'activité de la céramique, mais ça m'a donné envie, je trouve que c'est l'art. En 1964, moi j'en avais marre d'études et j'ai dit non, j'ai envie de faire la poterie, j'ai envie de commencer dès maintenant. Et j'ai eu beaucoup, parce que mon père, il m'a traité de tous les noms. À l'époque, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux abandonner les études, mais tu es quand? Alors, il m'appelle de tous les noms, si vous voulez, à l'époque. Mais grâce à maman, Allah yarhamha, qui a dit à papa, bah, écoute, tous tes enfants, ils ont fait leurs études. Ahmed, il veut faire la céramique, laisse-le. C'est le seul qui a l'envie de faire pour avoir la continuité de notre céramique à sa fille. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Safi est connu pour son plus grand port sardinier du pays et pour sa poterie réputée à l'échelle mondiale. Comment la famille Sargheni a contribué à la renommée de la région de Safi et de sa fameuse colline des Potiers? Vous savez quand même, vous savez quand même, Safi, c'est une ville c'est une ville phénicienne qui date depuis très longtemps. La colline des Potiers, parce qu'on a une belle colline qui existe unique au monde, avec tous les anciens fours et tout, et jusqu'à maintenant, on travaille toujours au-dessus. La colline des Potiers, maintenant, est classée comme un monument historique dans la ville de Safi. Une très belle ville. Elle a plein de potentialités pour être beaucoup mieux, comme certaines villes quand même. Bon, la céramique, elle existe depuis très très longtemps parce que avant, c'était une poterie berbère qui existait autrefois. Et après, il y avait avec l'évolution, il y avait les Fassides et les Andalous qui sont venus comme à Safi, qui se sont installés et qui ont un petit peu évolué la céramique de Safi, dont il est resté unique au monde, soit dans les formes, soit dans ses couleurs, soit dans ses dessins. Et Safi, il a eu une renommée vraiment internationale parce qu'on a vécu, on a fait beaucoup, moi j'ai beaucoup voyagé parce que j'étais, si vous voulez, de potier nomade.
J'ai beaucoup exposé partout dans le monde entier. Ouais, presque on a envoyé, la poterie, on l'a fait connaître dans les 5 continents quand même, parce que quand même, c'est une poterie de sa fille qui a, comment dirais-je, euh, c'est presque, c'est un patrimoine universel, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions qui sont passées par soit les formes, soit les dessins, soit les couleurs et tout. Et autrefois, on travaille avec des couleurs, bon, on ne pourrait pas faire mieux, avec des couleurs naturelles qui sont à base des oxydes. Pourquoi ce grand intérêt pour les fameux reflets métalliques produits par des couleurs à base d'oxyde, je crois bien? Quand j'ai commencé à travailler avec mon père et j'ai eu mon atelier personnel à l'époque, j'ai commencé vraiment à chercher sur les... Et j'étais toujours, comment dirais-je, j'étais toujours attiré par les couleurs, les reflets métalliques, parce que je trouvais que c'est des couleurs qui sont fabuleuses, mais qui sont quand même, on les extrait par des oxydes ou bien par les métaux précieux comme l'or, le platine, l'argent et tout. À l'époque, je n'avais pas beaucoup de moyens, mais j'essaye de faire des petits essais et tout. Et comme on avait la maladie à l'époque, elle existait depuis 1920, 1919, dont mon père était apprenti chez lui. Et à l'époque, lui, il faisait des trucs magnifiques en reflet métallique. Et moi, j'étais toujours attiré par ces couleurs. Et comme la Mali, il ne montrait pas ça à ses apprentis, il le fait tout seul dans son petit atelier, dans son bureau même. Alors, il préparait les reflets métalliques et tout. En 1971, la Mali est décédée. Et j'étais allé pour représenter mes condoléances à ses enfants dans l'école. Elle m'a donné plein de bouquins sur traiter les arts de céramique. Ils étaient créés par Alphonse Salvetta en 1877 à l'époque. Et je trouvais il y avait des couleurs, des formes, comment dirais-je, des techniques. Et ce sont des techniques parce que même dans le bouquin, parce que les créateurs de les couleurs métalliques, ce sont les Arabes et les musulmans. C'est eux qui ont créé en 1900, dans le XIe siècle. Ils ont créé ces couleurs-là qui étaient magnifiques. Ils étaient les couleurs les plus belles de la céramique jusqu'à maintenant. Ce sont toujours les plus belles couleurs parce que quand même, il y a des recherches. Et ce qui est extraordinaire dans ces couleurs-là, c'est que on parle un petit peu, je vous parle un petit peu sur la méthode d'enfournement, le feu. J'ai beaucoup parlé sur, parce que quand on dit la céramique, il y a la terre, l'eau et le feu. Alors le feu, il faut jouer avec le feu dans le four. Il y a des fois où il faut monter des températures plus élevées, des fois et ce qui est bien pour les reflets métalliques, tu fais des cuissons à réduction. Tu fais monter ta température et après tu réduis ta température. Et c'est comme ça que tu peux avoir des oxydations magnifiques. Alors ça, moi je trouvais, on joue avec le feu. Et ça te donne des couleurs magnifiques, magnifiques. C'est des couleurs vraiment. Et je vais vous parler aussi, j'ai trouvé ça sur un ancien bouquin, un traité des arts céramiques, qui Oui. parle un petit peu du bleu de saphite. Alors, le bleu de saphite, c'est une couleur, c'est une couleur arabe aussi. Aussi, dans le XIe siècle, quand il y avait le trafic, quand il y a le trafic de la soie mobile, l'Orient et l'Occident, les gens ils passaient par le Moyen-Orient, là où il y avait les Arabes, où il y avait à Bagdad et tout, on faisait des céramiques magnifiques aussi à l'époque. Et ils travaillaient avec, on a fait ce qu'on appelle le bleu de cobalt. Alors, le bleu de cobalt, ça a été transporté en Chine. Et à l'époque, dans le 12e et le 13e siècle, comment ils l'appelaient le bleu? Ils l'appelaient le bleu Mohamed. Mohamed. Mohamed, ça vient du pays musulman de Asma. Et c'est un bleu qui était magnifique. Quand on dit maintenant, quand on dit les Chinois ou bien les Delphes ou bien les Hollandais ou bien les Français, il n'y avait pas de céramique de faïencerie, soit en Europe, sauf en Chine, oui.
Quel est ton rapport à la couleur? Comment tu décides d'intégrer telle ou telle couleur dans tes créations? On dit c'est un proverbe marocain. Tu as la mariée, tu lui choisis ses couleurs et ses habits. Exactement comme une belle amphore, quand tu la crées en main et tout, tu fais une belle amphore, il faut que tu lui trouves ses couleurs, pour qui lui harmonient, et les dessins aussi. Alors, ça, si tu veux, c'est une expression qu'on a toujours dit autrefois quand j'étais avec tous les grands malams à l'époque. Il me dit, écoute, quand tu fais une belle amphore, un joli vase ou bien une belle, il faut que tu lui choisir la couleur qui lui convient. Et ça, c'est très important quand même, parce que le choix de couleur, le choix de dessin, ça joue, ça te donne tout un charme pour ta création. Et ça, c'est une expression qu'on a toujours dit autrefois. Alors, c'est dommage, maintenant, ça a été trop perdu. Et bon, moi, j'essaie toujours de garder mes traditions, parce que quand même, la poterie de Safi, c'est une poterie qui est magnifique. Quelles sont les vertus de l'argile de Safi? En quoi elle est si particulière et unique? Ah bah, il est particulier parce qu'il contient beaucoup plus d'oxyde de fer qui lui donne toute une pureté de travail, parce que ça donne, quand tu la travailles sur le tour, tu peux la raffiner comme tu veux, tu peux la jouer avec comme tu veux. C'est... Mais seulement, on dit, il faut bien la pétrir. L'argile de Safi, quand on la pétrit bien, tu peux, elle devient facile à la travailler, à la raffiner. Et ben, en même temps, autrefois, parce que l'argile, on le conserve pendant des mois dans des stocks, comme on appelle des trucs, comme ce qu'on appelle, ce sont les réserves d'eau. Et comme ils sont tellement humides, tu laisses l'argile plus elle est reposée, plus tu peux la travailler beaucoup plus meilleur. Et justement, est-ce que c'est toi qui la façonnes, cette argile, ou tu la laisses vivre entre tes mains? Est-ce que tu as déjà des formes en tête ou c'est l'argile qui décide? Ah bah écoute, c'est vrai, non, il y a des fois c'est l'argile qui décide et des fois c'est bon, ça dépend parce que là quand tu es un bon tourneur, un bon maître, ben tu peux travailler comme tu veux. Mais des fois vous voyez quand on tourne une poterie, des fois dans l'abstrait, vous voulez. Et bon, il y a comme des fois, autrefois on travaille beaucoup à la série, quand on fait des amphores, quand on fait des assiettes et tout. Parce qu'on a quand il y a dans l'abstrait, si vous voulez, le monde, on fait ce qui est demandé. Mais moi, j'ai toujours voulu faire créer ce qui me plaît à moi, pas aux clients. Et ça c'est très important parce qu'on arrive à. J'avais toujours envie de faire des formes pour moi. D'ailleurs, j'ai plein de formes que je ne vends pas, que je garde pour moi. On m'a donné des fortunes, mais je ne vais jamais les vendre, je vais les garder pour moi, parce que personne ne peut les réussir, personne. Et moi, je ne peux plus les réussir, parce que quand tu fais une belle pièce où tu travailles 6, 7 mois sur une pièce, alors là, comment veux-tu ça devient comme un patrimoine avec l'envie, avec tout le temps, tu passes à créer, à faire les motifs, à faire les couleurs. Et ça, c'est quand même. On devient, et surtout, moi, je suis très sensible. Hein, il y a des pièces, même, je m'en fous de l'argent, mais les gens, ils me donnent des prix, mais je ne veux plus les vendre, je vais les garder pour moi. Et je peux bien vous dire, il m'est arrivé une fois avec un Saoudien, il m'a dit, je vous achète tout. Je lui ai dit, mais qui vous a autorisé qu'on va vendre les poteries? Personne. Je ne vends pas mes poteries. C'est fait pour regarder. Il m'a dit, oui, je vous. J'ai dit, non, écoutez, monsieur, vous avez de l'argent, mais moi, je n'ai pas d'argent. Mais moi, j'ai les belles poteries. Et j'ai insisté sur l'adjectif belle. Tu vois, j'ai appuyé comme ça pour le provoquer un petit peu. Je lui ai dit, nous, les Marocains, quand on aime les choses, c'est pas on ne peut pas nous acheter. Ah, monsieur, il dit, écoutez, monsieur, vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas ces poteries. Mais moi, je n'ai pas de l'argent, mais j'ai de belles poteries. En fait, c'est une forme d'attachement à sa création au point de la garder pour soi, pour l'élever même au statut de l'objet et justement de l'objet de patrimoine. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, on s'attache. Ce sont des choses qu'on s'attache beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. Et je voyais plein de grands maîtres céramistes et tout.
comment ils travaillent, ils ont des trucs, et ils s'attachent aussi parce que là, quand on aime son métier, quand on aime les choses, nous quand même on est غادي نقولها لك بالعربية، حنا المغاربة قانعين. Nous قانعين يعني quand tu as un peu d'argent, ça te suffit pour vivre. Mais ce que tu as comme notre fortune, c'est nos poteries et voilà et ça, c'est très important parce que, je vais vous dire, un verset du Coran. Ben, il y en a plusieurs, mais je vais vous dire un. Il y a sourate Ar-Rahman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khalaqa al-insana min salsalin kal-fakhar. Parce que Dieu se compare au potier quand il crée ses pots. Moi, je me compare tout seul avec mes poteries. Je suis heureux avec eux et je suis fier parce que surtout quand vous allez venir, j'ai une collection fabuleuse et je ne la vends pas. Moi, j'ai peut-être par l'avenir, j'ai envie de faire un grand musée de la cérémonie, un parmi les meilleurs musées du monde. J'ai toute une collection. Ça, ouais, moi, je vis pour la collection, je vis pour l'avenir. Et moi, je dis toujours, ça, c'est pas à moi, c'est un patrimoine marocain. Il faut que ça reste au Maroc. Parce que j'ai plein des musées même qui viennent me demander des portraits et tout, et je ne vais pas le vendre, je ne vais pas leur vendre. Ça, je dis pourquoi. Vous avez des musées. Nous, Inch'Allah, notre futur, on aura des grands musées aussi de la céramique parce que la céramique marocaine, arabe, musulmane, c'est une céramique qui a beaucoup de valeur pour de ne pas sauvegarder soi-même et de montrer, de créer des musées. Parce que c'est dommage, parce que même quand on voit quand même au Maroc, tous les musées marocains sont vides, il n'y a pas, tu ne trouves pas grand-chose dans les musées. Tu trouves plein de musées qui sont magnifiques et tout, dans l'architecture. Et tu ne trouves pas, parce que voilà, c'est ça, ça c'est... Et moi, je trouve, moi je le dis même, je l'ai dit plusieurs fois parce que j'étais parlementaire, avec tous les ministres de la culture et tout, j'ai dit, mais quand même, c'est inadmissible d'avoir le Maroc avec son histoire, son patrimoine historique et tout, et dans les musées, on trouve vraiment rien. Et c'est rien du tout. Et c'est malheureux parce qu'on a des musées qui sont fabuleux. Et pourquoi on n'investit pas trop dans notre patrimoine? Oui, et voilà, parce qu'on ne leur donne pas l'importance. Parce que quand même, c'est une culture, c'est une éducation aussi. Quand les gens ils n'ont pas cette éducation de sauvegarder son patrimoine. Parce que regarde, par exemple, moi je peux bien vous dire, j'ai visité le monde partout en Europe et tout. Des fois, on est dans des petits villages de rien du tout. Et tu trouves, il y a toujours des gens qui font des dons. Ils ont un petit musée dans le village avec tout un patrimoine à eux. Et ils le mettent dans un truc avec des vitrines, avec toute une explication et tout. Et nous avons, et aussi au Maroc, on a plein de choses. Vous savez quand même, l'artisanat marocain entièrement, moi je la trouve, c'est l'artisanat, c'est un patrimoine universel. Parce que moi, je vois l'artisanat dans le monde entier, moi je trouve qu'au Maroc, nous avons un artisanat qui est magnifique et qui doit être mis en valeur. D'où vient justement ce manque d'investissement dans notre patrimoine? Est-ce que ça vient d'un manque d'éducation, d'un manque de sensibilisation des Marocains à la culture? Ah ben, je vais te dire un proverbe marocain qui dit من ملك شيئا أهانه. Quand tu es propriétaire de quelque chose, tu lui donnes pas tellement d'importance parce que, je sais pas, c'est comme ça, c'est dans la nature. Ouais. Oui, mais et ça, c'est bon, comme je vous ai dit, c'était un peu partout dans le monde entier. Et je trouve que le Maroc est riche en artisanat parce que nous avons une artisanat qui est très diversifiée, qui est très, très belle, qui a vraiment le sens de l'art. Même, je peux bien vous, j'étais en URSS des fois, une fois en 1978. Moi, je trouve pas, non pas, bon, c'est quand même c'est un grand pays, toute l'artisanat qu'ils ont, c'est importé soit de France, soit d'Allemagne, soit de Chine et tout.
Alors, nous, quand même, au Maroc, moi, quand j'étais au Parlement, j'ai toujours défendu ce patrimoine, qu'on le met en valeur, parce qu'il y a l'expression, les paroles de Sa Majesté, rahimahullah, Al-Hassan Thani, qui a dit صناعة تقليدية هي ملكنا. هو le produit que nous pouvons exporter dans le monde entier. Alors, c'est vraiment formidable parce que quand même, quand tu vois au Maroc, nous avons 2 500 000 artisanats dans différents métiers, dans différentes pays, villes et tout. Chaque ville, chaque région, elle a une certaine spécialité, même soit dans la céramique. Nous, quand on va, par exemple, la poterie de Safi, c'est différente. La poterie de Fès, c'est différent. La poterie de Salé, c'est différent. La poterie de Tétouan et de Rif, il ne faut pas aussi oublier que nous avons aussi la poterie rurale qui a été magnifique. La poterie rurale au Maroc, c'est quand tu vois les puretés des formes gigantesques et tout magnifiques, bah, elles sont fabuleuses. Mais c'est dommage, ces pièces-là, il faut les mettre en valeur. Il faut avoir la continuité de ce domaine-là, de ce métier-là. Il ne faut pas qu'on abandonne. Il y a un vrai manque d'intérêt des jeunes pour l'artisanat et donc très peu de relève. Pourquoi la jeune génération ne s'intéresse pas à l'artisanat? Ils ne considèrent pas l'artisanat comme un métier d'avenir. Écoutez, il n'y a pas longtemps. Autrefois, si. Il faut créer des instituts pour faire aimer les gens le métier. Parce que quand les apprentis actuellement, maintenant les gens, le MEDA, le matérialisme, il a dominé la vie des jeunes et tout. Tout le monde veut gagner beaucoup d'argent tout de suite, tout le monde veut gagner. Mais nous, on a commencé tout petit, on a commencé petit à petit, on apprend plein de choses avec les expériences que nous faisons. Autrefois, ça nous coûte très, très cher, mais quand on a une bonne réussite, pour nous, c'est une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction, ça nous permet vraiment de revivre. Et on aimait beaucoup nos métiers. Il faut aimer le métier. Si tu n'aimes pas le métier, tu arrives pas. Ben, louange à Dieu que maintenant, j'ai mon fils Aziza et ma fille qui s'intéressent tellement à la poterie. Ils sont en train comment dirais-je, d'aller un peu plus loin. Ils sont en train de faire beaucoup d'exports. Autrefois, moi, je faisais énormément dans les années 80 et 90 jusqu'à 2000-2005. On était les premiers exportateurs de la céramique dans le Maroc. On a fait connaître la céramique dans le monde. On a exporté aux États-Unis, on a exporté au Canada, même dans les pays latinos. On a exporté dans le Moyen-Orient. L'Europe, c'est entièrement, on envoyait la céramique de Safi. Des fois même, on a tellement de commandes qu'on ne peut plus fournir certains clients. Là, quand même, comme je vous ai dit, c'est un produit unique au monde, la poterie de Safi. C'est un produit unique au monde qui peut avancer beaucoup plus. Mais maintenant, avec la crise qui est un petit peu en Europe, ça a beaucoup un petit peu baissé mais quand même, les choses, les belles pièces et tout, les gens, ils les aiment, ils marchent beaucoup mieux, si on veut. La poterie Sargheni s'exporte bien, même très bien. Est-ce que le marché marocain s'y intéresse? Oui, si, il y a une partie, il y a une certaine gamme de gens qui cherchent de belles pièces, vous savez quand même, il y a les moyens maintenant, actuellement, les gens font de belles maisons, de belles villas et tout. Et des fois, il y a des gens qui aiment bien mettre des belles pièces chez eux, ça fait partie de son ornement. Si, quand même. Mais quand même, la poterie de Safi, on les vend bien aussi au Maroc, parce que le Marocain aussi, la utilise, on vend des services de table, on fait plein de choses, les carreaux, le carrelage aussi, on fait des fresques, et là, les gens achètent parce que ça plaît, ça peut décorer leurs murs, leur entrée, leur salle de bain aussi, les cuisines.
Est-ce que l'artisanat ne deviendrait pas un produit de luxe réservé à une élite, du coup? Oui, mais déjà, c'est un truc de luxe, parce que là, quand même, l'artisanat, c'est toujours plus cher que le truc, la faïencerie ou bien d'autres choses qui sont faites dans des machines et tout. Mais quand même, nous, on a encore, le Marocain, il n'a pas encore l'idée de... Il ne connaît pas son produit de son pays. Et il ne donne pas l'importance parce qu'il préfère acheter un truc de chinois qui ne vaut rien du tout. Et pour lui, c'est au lieu d'acheter une belle pièce faite main, parce que quand même, nous, on est resté archaïque. On travaille d'une manière vraiment artisanale depuis tout le temps. Hein. Et ça, les gens, comme je vous ai dit, c'est une éducation. Mais quand même, les gens maintenant, avec l'instruction, l'évolution et tout, les gens, ils cherchent toujours des belles pièces. Quand on expose, on sait que les gens, ils admirent les belles choses. La rumeur dit que certaines de tes réalisations ornent les plus beaux palais du monde. Est-ce vrai? Ah oui, je peux bien vous dire que mes pièces, ils sont à la Maison Blanche, ils sont à Windsor, à Londres, au palais, et ils sont à l'Élysée. J'ai des pièces qui sont dans le musée, pas mal de musées en France. Par exemple, le musée de Chirac en Corrèze, on a eu pas mal de pièces que Sa Majesté a offert à Chirac à l'époque et qui sont exposées dans le musée parce que c'est un musée qui a fait tous les dons qu'il a reçus dans différents pays. Il les a gardés, il a monté un grand musée en Corrèze qui est magnifique. Et quand tu rentres dans le musée, la première des choses, tu vois mes pièces en face. Tu as même eu une relation privilégiée avec Feu Sa Majesté Hassan II. As-tu une anecdote à nous raconter? Oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. La première livraison que j'ai faite à Sa Majesté, Allah yarhamou, c'était un grand seigneur. Il nous a beaucoup aidés, il nous a beaucoup encouragés. Et moi, j'étais fier parce que quand je lui ai fait des belles pièces, je lui avais offert, c'était les premiers que j'ai. Et je les avais signés en français. Alors, rahimallah, il était pour voir quand même, c'est un grand patriote, Hassan Tania, في روح وطنية ويدير لي مولاي أحمد واش عمرك شتي شي نصراني توقع بالعربية ياك أنت دير سميتك بالعربية الله يرحمه ويسع عليه. Et depuis le temps, j'ai eu beaucoup d'anecdotes avec lui, j'ai eu plein de choses. Il m'aimait beaucoup et je l'ai toujours satisfait. Il était vraiment, je crois même en 1991, il m'a offert plein de matériel de céramique. Allah yarhamou. C'est dommage. La poterie Sergeni est un héritage de presque 200 ans et en fait, c'est vraiment une famille investie dans l'art et dans la valorisation du patrimoine marocain depuis toujours. Ouais. On l'a toujours. Ouais, et je connais bien. Moi, je ne connais pas mon grand-père, mais je connais mon père qui était. C'était un grand seigneur. Et d'abord, les potiers d'autrefois, c'était des gens. إحنا تنقولهم بحال الأولياء الصالحين. C'est des saints. Je vais vous raconter et ça c'est vrai à sa fille. Autrefois, les gens, quand on veut les partir à la Mecque, vous savez qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, quand ils veulent aller partir à la Mecque? Ils vont aller voir le potier. Il lui dit, écoute, j'ai par exemple 500 francs. Est-ce que je vous donne les miennes et vous donnez les vôtres? Alors le gars il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que les vôtres, vous les avez fait avec sueur. Mais nous, les commerçants, on ment, on triche et tout. Et on veut amener de l'argent pur à la Mecque. Tu vois. لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله طيب يحب الطيبة المال طيب فهمتي هذه ça fait partie des comment dirais-je des traditions d'autrefois et ça c'est émouvant. Des traditions malheureusement qui se sont perdues justement, comme tu disais tout à l'heure, par manque de transmission. Exactement. Là, et nous, je vais vous dire, la première des choses, mon père, quand j'ai commencé à créer, j'ai créé mon atelier et tout, il m'a dit, il faut que tes apprentis apprendre à aimer le métier. Et tu les prends comme tes enfants.
Alors, tu vois, cette expression, c'est un, comment dirais-je, إنسان تعطيك واحد النصيحة, un conseil pour toute la vie. Et mes apprentis, ils étaient toujours comme mes enfants. شحال من apprenti داز بين يديك combien tu as formé d'apprentis Oh là, énorme. Ah, tu sais, 50 ans de métier, tu sais combien il y en a passé, peut-être des milliers d'apprentis. Et tout le monde venait, parce qu'avec ma renommée, tout le monde venait travailler avec moi. Parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre le métier, qu'ils sont heureux avec, dans nos ateliers et tout. Et il y a des moments, oui, moi j'avais plus de 200 apprentis, mais je fais travailler plein de mes potiers. Je les donne parce que comme j'exportais partout, j'avais des grosses commandes et tout. Et je fais travailler avec moi tous les potiers de la colline à l'époque. Tout le monde, alhamdoulilah, ils ont tous, كلهم داروا مزيان. Ils ont كاين اللي يصرا دويرتو, كاين اللي يصرا دارو, كاين اللي عنده صرا طوموبيلتو. Et c'était tout le temps, alhamdoulilah. Et ça, je suis heureux de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les situations de crise? Comment l'entreprise familiale a survécu? Comment vous avez surmonté ces crises? La crise, c'est international quand même. Les pays asiatiques, non, les pays asiatiques, ils ont massacré tout l'artisanat du monde. Ils ont fait beaucoup de mal partout. Regarde, moi, je connais plein de Français aussi, que j'ai eu beaucoup de relations avec eux. Les pauvres, ils se sont fait couillonner par les Asiatiques. Ouais. Je vais vous donner l'exemple. Les porcelainiers de Limoges, Oui. ils sont presque tous fermés. Plus de 90% des porcelainiers sont fermés à cause de copies des Asiatiques et tout, parce que ça, ils ont fermé. Moi, une fois que j'étais président de la Chambre de l'artisanat, pendant 18 ans, et je voulais faire un partenariat avec comment dirais-je, la Chambre des métiers à Limoges. On était d'accord pour faire même. Je lui ai dit, écoutez, au lieu d'aller s'installer en Chine ou bien en Asie, venez au Maroc. Installez-vous au Maroc. Vous aurez avoir la main-d'œuvre qui est qualifiée et vous pouvez avoir beaucoup de facilité avec l'État marocain et tout. Maintenant, surtout pour les promoteurs et tout, vous avez beaucoup de. Et finalement, il y avait des gens qui m'a raconté. Il m'a dit, ouais, on était con, on aurait bien fait, parce que même Bernardo, à l'époque, me disait, c'est dommage, on aurait bien venu au Maroc d'aller en Chine. Voilà. Ouais. Oh, je vais vous dire une chose quand même. Le Maroc, c'est un pays d'honneur, c'est un pays de tradition, c'est un pays d'accueil, c'est un alhamdoulilah, je suis heureux dans mon pays. Il dit, 3 ans, j'avais un sénateur français du Pas-de-Calais du Nord, et j'étais en train de discuter avec lui. Il me disait, Ahmed, vous avez une ville magnifique, Safi. Il était chez moi, ici à Safi. On a fait un jumelage avec eux et tout. Et moi, j'ai répondu, je lui ai dit, monsieur le sénateur, vous savez, pour moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. Je trouve Safi, c'est la plus belle ville du monde. Mais je ne suis pas chauvin, je lui ai dit. Je ne suis pas chauvin. C'est la réalité pour moi. Peut-être moi, je pense à ça, mais peut-être les autres non. Mais moi, je dis quand même, c'est une ville qui est magnifique. Elle a plein de potentialités et tout pour la rendre beaucoup plus heureuse et meilleure. Et ça, elle m'a dit, il a beaucoup, quand واحد الابتسامة. On aime notre pays, on aime notre ville, on aime bien, c'est tout à fait normal, ça fait partie. حب الوطن من الإيمان. Justement, de nombreux ateliers d'artisans ont fermé leurs portes parce que, d'une certaine manière, ils n'avaient pas la relève. Quel est le secret de la perpétuité générationnelle de la poterie Sargheni? Je suis heureux que mes enfants veulent, mais quand même, on a une infrastructure assez importante que j'ai développée depuis le temps, depuis les années 80-90. Alors quand même, ce sont des infrastructures, je ne veux pas qu'ils se perdent. Je veux heureusement, j'ai mon fils Younes, il a fait l'école l'ENAD à Limoges, il a fait plein de choses. Et maintenant, c'est lui qui s'occupe un peu de tout
les productions et tout. Qu'est-ce qui a donné à tes enfants, Younes et Aziza, l'envie de s'investir dans l'entreprise familiale? Parce qu'ils aimaient beaucoup comment dirais-je, ils aimaient beaucoup tout ce que nous produisons, voilà. Et là, ils sont heureux. Et surtout, Aziza, il est mordu par la poterie. Tu ne peux pas imaginer. Mais papa, oui, il ne faut pas s'abandonner, il faut y aller, on a beaucoup de choses à faire, c'est un patrimoine, il faut pas se laisser. Je dis, mais non, on ne se laisse pas puisque vous êtes. J'ai fait des enfants, j'ai fait des enfants. Alors, c'est à vous de continuer les enfants. Oui, donc en fait, depuis leur jeune âge, et هما في l'entreprise familiale et donc علمتيهم tout simplement الحب ديال المهنة. Ah, oui, oui. Et surtout, j'avais souvent comment dire, j'avais toujours un petit atelier à la maison. Quand j'ai du temps libre, je travaille tranquillement, soigneusement et tout. Et ça, et ça, il regarde ça, il le voit, et ça me fait plaisir quand même, parce que quand même, c'est un patrimoine que j'adore, j'ai toujours adoré. Comment tu t'es inspiré pendant toutes ces années pour créer des pièces uniques? Je vais vous dire, parce que là, ben, croyez-moi que des fois dans la nuit, je me réveille à 2 h, 3 h du matin et j'ai des idées, d'amphore, de création, comment il faut faire une amphore, comment il faut la décorer, comment. Et ça, je t'assure, je prends comment dirais-je, un crayon, une feuille et je dessine. Je reprends ce que j'ai vu à mon rêve et tout. J'ai toujours, ben, c'est un métier qui est, غادي نقول لك واحد الكلمة جو كخوا بالعربية، الحرفة ديال الخزفيين أو الفخار حرفة سليمة، حرفة الأولياء، حرفة ديال الصالحين، حرفة اللي فيها القناعة، حرفة اللي فيها الصبر، فهمتي؟ هذه كلهم من مواد ديال هاد الحرف الصناعة التقليدية. دابا تلقاي الصانع التقليدي عنده كل اللي عنده، ولكن تلقاه صبور، لأن الصناعة التقليدية تتعلم الصبر. الإنسان تيولي تتعمل وفي الصبر، والصبر انت تعرفي كاين الناس الغربيين ما عندهمش الصبر، يغبي ديك الساعه يربح، ديك الساعه يخرج، ديك الساعه. حنا لا، حنا وما صبرك الا بالله. راه حنا اوني تري اوبتيميست باسكو لا كومام ملي الانسان تيصبر على واحد الحاجه وتيهز الرجاء الله سبحانه وتعالى، وربي تيكمل، ربي تيعطي القناعه وتيعطيك الصبر وتيحل عليك البيبان. هذا يعني من لي ميتيي اللي الحمد لله انا تجربتي فيها. toutes mes expériences, presque plus de 50 ans d'expérience. Alhamdoulilah, j'étais toujours heureux parce que j'étais toujours satisfait et je faisais ça de bon, et avec un grand cœur, avec tout le monde. Et ils n'étaient jamais jaloux de personne. J'ai toujours fait apprendre les gens à gagner leur vie, à gagner un métier. Alhamdoulilah, Allahumma lak alhamd. Alhamdulillah. Donc finalement même فاش ما كانش عندك الانسبيراسيون باش تخترع شي حاجه، كنتي تتصبر وتتسناها تجي باش جوج الصباح وتصنع. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. باسكو راه بزاف ديال لي كرياتور تيقول لك من ما تتكونش عندهم لا كرياتيفيتي تيتبلوكاو بزاف، زعما كتجيهم صعيبه داك المرحله. لا تيجي تجيك ستاغناسيون، تتولي تقول كيسكو جو فير، تتولي تدير مع راسك. ولكن الله ملي تكون متفائل اوبتيميست تتخلي اسماء الله تعاود يسهل في الامر. لابد الله سبحانه وتعالى تسهل عليك في الامر وفي كل شيء وتيحل البيبان. حتى شي حاجه ما تتسد مع الناس اللي هما الصباره. الصبر مفتاح الفرج. واش عندك شي كرياسيون اللي تتعجبك اكثر من الاخرين ولا تتحبهم كاملين؟ Oui, actuellement, oui, mais bien sûr, il y a toujours des préférences. Il y a quand même une préférence. Mais bien sûr, il y a
حتى le feu, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le feu. Le feu, il joue des fois des jeux uniques. Peut-être tu peux obtenir des oxydations uniques. Tu ne peux plus les refaire. Et ça, c'est très important quand même parce que tête de Gaulle, oui, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est le feu. Eh oui. Et فين نقدروا نجيو نشوفوكم في اسفي عندكم plusieurs ateliers. عندي un grand atelier نفسي وفي مراكش. اجي عندي الاسوي c'est mieux. Et comme ça, je te reçois, j'ai une belle maison d'hôte, tu es les Merci. bienvenus. L'expérience كلها اللي عندك justement il y a beaucoup de jeunes qui écoutent هاد البودكاست avec كاع هاد les années في l'artisanat que ce soit في البريفي في l'entreprise ديالك في البوبليك باسكو كنتي في البرلمان كنتي في لا شامبر دو l'artisanat شنو هاني زعما الكونساي اللي تقدر تعطي لكاع هاد لا جون جينيراسيون اللي بعض المرات تتخلى على الارتيزانا زعما شنو هاني لو كونساي ديالك بالتجربه ديالك اللي تقدر تعطيها للشباب ديال اليوم. D'abord, la patience. Et salut tout comme se barre. Deuxièmement, il faut aimer le métier. Quand on aime le métier, on réussit. وتيغبي الانسان اللي تنقول له الصبر على الانسان تصبر لينا حنا دائما تتعيش في تجارب في الاكسبيريونس وحنا تطيح من اكسبيريونس اللي تتنسيك في هذاك الشيء الاخر. والحمد لله يعني راه الارتيزانا في المغرب يعني راه دوزات عباقره اللي دازوا عندنا في القطاع ديال الصناعه التقليديه هنا في المغرب، ولكن اللي تنتأسفوا هاد الناس ما دونوش هادشي ديالهم. حنا دابا تنقولوا هادشي ديال الصناعه التقليديه خصو يكون مدون ويكون اكري ويكونوا الناس فهمتي باش تتبقى البصمات ديال التاريخ ديالنا. l'histoire حنا راه سي سا اون دون با لامبورطونس على l'histoire دو نوتر histoire. راه حنا الحمد لله المغرب ولا المغاربه ولا البرابره احنا حافلين باعداد منجزات في جميع الميادين، يعني في التوراة، حتى من ناحيه في الكتب ما تلقاو toujours c'est transmis oralement. On n'a jamais fait beaucoup d'écrits et ça c'est un grand manque pour l'artisanat pour le Maroc كله كاع. ولكن النصيحه اللي تنعطينا للصناع جوج حوايج: الصبر وحب المهنه. لما تكونوا هاد الاثنين تولي عندك الصبر تيمكن لك توصل به، وتحب المهنه tu le fais avec amour. عمرك ما تتمل منه. الا كان عندك الحب ديال المهنه ما تتملش، دائما tu vas toujours plus loin, toujours tu veux encore faire mieux, toujours on fait mieux. Voilà. وتيقول واحد المثال: رحم الله من عمل عملا فأتقنه. Ou d'ailleurs, mine pas mal de gens sur Instagram, on va faire cette interview. Il y a beaucoup de jeunes qui connaissent ton savoir-faire, ton expérience et qui étaient vraiment ravis de prochainement t'écouter. Et justement pour la sagesse, pour les conseils, pour l'admiration aussi d'avoir perpétué un métier qui est dur, qui demande du temps, de la patience. Et justement, je pense que ce qui manque à la nouvelle génération, c'est cette patience. En fait, on veut tout de suite. Et on est pressé. On est pressé. Pressé bzaf. Non, ouais. Aujourd'hui, oui, tu es en retraite ou la mazel, tu regardes quand même ce qui se passe chez l'entreprise? Oui, mais bien sûr, je regarde, je donne toujours des conseils. Tous les matins, je passe voir les artisans, je les passe toujours voir. Je تندخل تندي معاهم تنهضر معاهم ils sont ودائما تندي لهم خبيزه مع الصباح. تنمشي كل سنه. C'est vrai. Et ça, tous les matins, je تنشري واحد un sac plein de petits pains, un pain vraiment délicieux. Tu peux le manger sans. Alors, Sans rien dedans. alors je rentre avec, je distribue ça vers. Alors, et c'est vrai, on est tous passés par
pas cette période-là. Et parce que ce qui est un peu qui est disparu, c'est maintenant, il y a certains متطفلين على القطاع تيدخل ربما عرف القطاع يصبح يدي فيه وبغى يسمو تيكرفس كل شيء وهذا وتيزيد في حالته Oui, لا صح. اجتماعيه ولا اسمه يبروفيت des autres d'une manière vraiment غير معقوله والناس مثلا الله يهديهم لنا احنا كانوا صناع تقليديين تيكونوا من اولياء من الصالحين لان تيصلحوا تيفلحوا وتينتجوا وتيعلموا وتيربوا. هذا هو المعلم الاول اللي كان متعلمين عنده بحال ولادو. الا دار شي واحد شي حاجه ما مزيانش تيدور فيه وتيردوا للطريق السليم والطريق الصحيح. Moi, j'ai toujours envie de conseiller les futurs artisans parce que quand même, je le dis à tout le monde, même à les autorités et tout, je dis écoutez, il faut sauvegarder le patrimoine marocain parce qu'il est unique au monde et on peut dominer le monde entier avec nos produits, Et il y a aussi le manque parce qu'il n'y a pas de promotion, on ne fait pas de promotion de vente et tout. Le maître artisan, le pauvre, il est dans son petit atelier enfermé et tout. On n'a pas encore arrivé. Et ça, c'est très important parce qu'on a un produit quand on... écoutez, on faisait plein de foires et tout, internationaux. Quand on expose nos produits, c'est nous les premiers qu'on vend. Avant tout, on avait toujours des grands succès, les gars. Mais on est sincère, on est alhamdoulilah. Un Belge m'a dit, mais pourquoi vous vendez, nous on ne vend pas? C'est parce que moi je suis mardi al-walidin. Exactement. Mon père et maman toujours t'aider. Il faut en fait faire des activités parascolaires d'artisanat. الواحد يمشي يتعلم يقيس بيديه. Sinon, quand on était à l'école, on a 3 mois de vacances l'été. C'est beaucoup, les enfants, d'être 3 mois de vacances. Calmempé nous en va un peu partout. On a travaillé avec le tailleur, le menuisier, يعني قاعد les domaines تمشوا لعنده تخدموا معاهم le tisserand. On faisait tout et on apprend et ça nous donne et on était heureux aussi quand parce que donc les maîtres artisans on était encore tout petits et tout on était comment dirais-je on les rend service et tout et ça permet à tout le monde. Moi j'apprends le métier en même temps je rends service aux maîtres artisans. Et c'est extraordinaire. Alors, أنا إلا عطيتيني شي حاجة نخيطها لك دابا. قال المثل قال لك اللي ما خيط كساتو وذبحاتو وقرا براتو نتعزى في حياته. هادو سي دي حكم. Ce sont des sagesses. Il y a le hikam, exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qu'on a perdues, malheureusement, entre générations. La génération d'Yelkoum ou la génération d'Yel mes parents, déjà qu'il y a une différence. Mais il y a un manque de transmission parce qu'il y a beaucoup d'oral. Il n'y a pas assez d'écrit. Ou dès que l'écrit est qui permet la transmission générationnelle et malheureusement هذاك هو اللي خصنا نinvestisser فيه. En tout cas, شكرا بزاف على le patrimoine et l'investissement personnel. حتى نتوما راه فيكم الباتريوتيزم هادشي ماشي سهل بس الانسان يعطيني يعني تخدموا بقلبكم وبنيتكم بور ديفيوزي هادشي سي با فاسيل. ونتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. امين ان شاء الله. والسلامه. الله يسلمك. احنا وياك. ديالك ان شاء الله. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître.
Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designermarocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.